Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Durant la pandémie, ils ont fait preuve de courage. Agentes et agents d'entretien, caissières et caissiers, soignantes et soignants à domicile, les personnels hospitaliers ont été applaudis tous les soirs pour leur bravoure. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que le courage? On va en parler avec vous, Maël Gouarzin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en philosophie antique à l'université de Lausanne, c'est juste? C'est ça. Et j'ai l'impression que le courage, on ne va pas en faire le tour parce que de Socrate à Cynthia Fleury, le courage, ça traverse à peu près toute la philosophie. Effectivement, il y a différentes facettes au courage dont je me réjouis de discuter avec vous. Et votre grande peur, vous m'avez dit, c'est d'intervenir dans un média, donc déjà de venir aujourd'hui, vous êtes courageux, c'est ça? Je vais essayer de l'être en tout cas. Bon, je ne vais pas vous applaudir parce qu'on a les micros qui sont un peu sensibles, mais en tout cas, je suis tout cœur avec ce courage-là. Et je vous propose, avant qu'on regarde ensemble un reportage de Bernard Nevet. Bernard Nevet qui est allé à la rencontre de ces courageux de la pandémie. Et on déplie cette question du courage juste après. Des semaines qu'on les applaudit tous les soirs pour leur courage. Soignants et employés des filières alimentaires ou de l'entretien, ils ont poursuivi leur travail au service de la population alors que le virus faisait ses premiers ravages. Nous en avons rencontré 3. Alain Pitel est anesthésiste, Laurence Vallotton est caissière et Sophia Migali, sage-femme indépendante. Pour eux comme pour nous, tout a changé à la fin de l'hiver lorsque l'épidémie de coronavirus est venue percuter nos quotidiens. Ma première réaction, ça a été vraiment une réaction de sidération, en fait. Vraiment par rapport à ce qui était annoncé et par rapport à ce qui se passait autour de moi. J'étais vraiment stupéfaite. Je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment. Autant qu'il profite quand il est à la maison. C'est très bien. Bon, assez vite, avec toutes mes collègues, on a beaucoup communiqué sur voilà, ce que ça signifiait pour nous, en fait, cette pandémie, et de quelle manière on allait devoir réagir de manière le plus juste possible pour protéger aussi la population dont on s'occupe. Comme ses collègues, Sophia a pris des mesures drastiques. Elle ouvre sa consultation depuis chez elle pour diminuer les risques et dédouble ses rendez-vous. Un entretien par vidéoconférence, puis, si nécessaire, une visite à domicile, aussi brève que possible. J'ai senti qu'il m'a fallu beaucoup de courage dans le sens où je savais que ma charge de travail allait être très très importante, allait augmenter de manière très importante, et ça s'est vraiment avéré. En tout cas, le mois de mars, c'était juste une période incroyable. Donc c'est surtout à ce niveau-là où je me suis dit, il va falloir te montrer courageuse. Courage de faire quand même, et de faire plus. Courage aussi de se lancer dans une pratique différente dont le financement n'est pas assuré. Et surtout, si on adapte notre pratique en fonction des circonstances, sans avoir attendu effectivement que l'OFSP nous donne des recommandations bien précises, eh bien on l'a fait sans savoir si on allait être payé. Avant de partir en tournée, Sophia Migali se rend à l'Arcade Sage-Femme. Ce lieu bien connu des Genevois permet aux sages-femmes de l'association de mutualiser certaines ressources et aussi de gérer le matériel et les désinfectants nécessaires pour sécuriser au maximum leur travail. La seule angoisse que j'avais, c'était vraiment de contaminer ma famille, mes enfants, ma mère, et ensuite de contaminer aussi les parents, les nouveau-nés. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'inquiétait le plus. Le courage, c'est aussi faire face à une situation nouvelle, comme un saut dans l'inconnu. On a tellement peu de recul par rapport à ce virus qu'on ne sait pas effectivement quels sont l'impact sur les femmes enceintes, sur les nourrissons, comment ça se passe pendant l'allaitement, si la mère est malade, etc. Donc nous-mêmes, on avait beaucoup de questions pour lesquelles on n'avait pas de réponse. Donc c'était aussi pas facile de répondre aux questions des parents. Une fois chez ses clientes, tous les instruments sont soigneusement désinfectés avant et après utilisation. Sécurité donc, mais aussi et surtout concentration sur les procédures indispensables. Il faut prodiguer les meilleurs soins possibles à cette future maman, à son futur bébé. Chaque visite est différente, unique. Il faut aller vite, mais rester à l'écoute. Le petit Aaron doit encore prendre du poids. Sa maman est bien contente de la visite, même écourtée, de sa sage-femme.
C'est très rassurant aussi, hein, parce qu'on ne sait pas trop aussi comment faire, si on peut sortir, les différentes précautions à prendre, hein, avec un petit bébé, un petit nouveau-né, qui peut être particulièrement exposé au virus. Donc oui, c'est rassurant. Ce bébé qui arrive dans cette famille, c'est comme un souffle d'air frais et de joie qui est incomparable par rapport à d'autres sentiments qu'on peut vivre dans une vie. 21 jours, comme on compte pas le premier jour. Le premier jour, c'est... Mato, dans la campagne vaudoise. Au retour de ses vacances, Laurence Vallotton a elle aussi pris conscience de la situation. Comptant parmi les personnes dites à risque, cette caissière à la COP d'Yverdon a pourtant choisi de rejoindre ses collègues de travail. J'avais besoin d'être avec elles. J'aurais vraiment pas pu rester à la maison. J'avais besoin de les entourer, d'être là, d'aider, de mes supérieurs aussi. J'avais vraiment besoin d'y aller. C'est vrai que j'avais un petit peu souci quand je recevais leurs messages en vacances. Là, je me disais, ouh là là, mais on part dans quelle sorte d'événement? Là, ça devient compliqué. Atteinte par un cancer il y a 4 ans, elle a demandé à son médecin l'autorisation d'aller travailler, alors qu'elle aurait pu rester à la maison avec sa famille. Ils ont été surpris, c'est vrai, que je vienne. Je leur ai expliqué que j'avais eu le feu vert, que j'avais envie d'être avec mes collègues, d'être avec eux. Et puis, ça s'est très bien passé. Chaque jour de travail, Laurence prend son courage à 2 mains. Malgré les importantes mesures de sécurité mises en place, la peur n'est jamais bien loin. Quand je prends la porte d'entrée, il y a une angoisse, il y a une boule dans la gorge. Sur le moment, c'est pas facile. On a l'impression vraiment d'entrer dans le nid du virus. Et puis après, au fil du temps, je croise des collègues, on se fait des feedbacks, on échange, et puis là, la tension descend gentiment. Et ensuite, moi, je dois aller chercher ma caisse au bureau de caisse, et là, les chefs... ils nous détendent, ils nous demandent comment ça va. Et ce petit moment qu'on a avec eux, la pression, elle descend encore plus. Puis on finit par faire notre journée de travail avec un peu moins d'angoisse. Après, il ne faut pas trop réfléchir. Parce que dès que vous réfléchissez, ça monte de nouveau. Donc il faut pas trop penser à ça. On a des clients sympas, ça aide. Ah c'est bien. Hein? Oui, tout à fait. Dans tout métier, il comporte des risques. Bon, c'est sûr que l'heure actuelle, vu les contextes actuels, c'est pas facile pour elle. Plein de courage, énormément de charges de travail, ils doivent toujours être polis, ils doivent être serviables. Actuellement, on compte beaucoup sur eux, donc heureusement qu'ils sont là, vraiment. Peut-être qu'on peut prendre ça comme du courage, mais moi, j'ai aussi besoin de faire mes courses. Je suis contente qu'il y ait des caissières qui travaillent pour que je puisse payer mes courses, que je puisse aussi nourrir ma famille. Donc je me dis, je fais la même chose pour eux. Moi, je me suis toujours comparée en employée ou en cliente. C'est important de pouvoir se nourrir, donc on prend les sécurités qu'il faut et on y va. La sécurité est une préoccupation essentielle des hôpitaux. Dès le début de la pandémie et l'arrêt des opérations non urgentes, la clinique de la Source à Lausanne s'est entièrement réorganisée pour accueillir des patients Covid positifs en collaboration avec le CHUV. Ce malade a été transféré ici il y a quelques jours. Après avoir été extubé une première fois, il a dû être remis sous assistance respiratoire. Voilà, c'est un léger retour en arrière, mais c'est dire que ces patients sont vraiment fragiles. Et puis, on n'est pas encore tiré d'affaire, même si le pronostic chez ce patient est plutôt bon, quoi. Ancien médecin de la Réga, Alain Pitel fait partie des équipes qui travaillent tous les jours au contact de personnes souffrant de formes graves de l'infection. Mais lui-même ne se considère pas comme particulièrement courageux. C'est mon métier. Si un ambulancier fuit devant un accident avec des blessés, si un pompier fait demi-tour dès que ça brûle, voilà, alors oui, moi effectivement, quand je vois un pompier foncer avec son attirail dans une maison qui brûle, je me dis, ouais, il est courageux.
Voilà, moi, c'est vrai que j'ai pas cette perception, j'ai pas la perception d'arriver aux soins intensifs d'un patient infecté où je me dis, je vais me mettre en danger. Il y a un scaphandre quasiment sur moi, avec le bon matériel. On a des procédures, si on la respecte correctement, on n'a pas de risque finalement notable. Nous, on a 0 infection du personnel aux soins intensifs et au bloc opératoire depuis le début de cette histoire. Malgré les mesures de précaution, l'anesthésiste a perçu des réactions très contrastées face au risque, et pas seulement chez les soignants. Vous allez avoir quelqu'un sans aucune formation qui va être extrêmement performant, se révéler d'une personne ressource et extrêmement... alors qu'elle n'a aucune idée des risques éventuellement qu'elle prend. Et puis vous avez à l'inverse la personne la plus qualifiée qui va être fuyante. Maintenant, globalement, les gens ont plutôt bien réagi. Il y a eu vraiment un élan de tous les corps de métier qui était très positif. Ça paraît très raisonnable. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont... En salle d'opération, les mesures sont poussées au-delà du nécessaire, aussi pour les patients a priori non infectés, comme c'est le cas ici. Normalement, vous ne mettez pas ce masque. Non. Non, les masques chirurgicaux suffisent amplement. Et ça, c'est des masques ultrafiltrants qui justement nous protègent. Avec ça, on est vraiment protégé. Ce surcroît de précaution contribue à diminuer la tension ambiante et la crainte du virus. Ici, on a été plutôt en se disant on protège un peu trop peut-être, mais au moins on protège vraiment bien. C'est ce qui fait que les gens venaient le matin travailler sans problème. Ce sentiment qu'on les mettait en sécurité pour faire leur job par rapport à tout ce qu'on peut voir dans d'autres pays qui nous entourent, où on a des soignants qui sont vraiment exposés. Alors là, ces gens-là, ils ont une forme de courage parce qu'ils sont, on les emmène un peu comme ces travailleurs à Tchernobyl, on les emmène au casse-pipe parce qu'ils n'ont pas les moyens de se protéger. Alain Pitel a terminé sa nuit. C'est l'heure de décompresser, de passer un peu de temps avec sa femme, elle aussi infirmière, et avec sa fille de 6 ans. C'est là aussi, au sortir de la clinique, que parfois les questions reviennent. Intérieurement, c'est vrai qu'on s'angoisse, mais je me suis angoissé, c'est sûr, pour ma famille, pour si je meurs, les rentes, qu'est-ce que je laisse à mes enfants. C'est sûr, on y a pensé, ce serait... Mais c'était noyé dans la logistique qu'on doit préparer ici, qu'est-ce qu'on doit faire, les X réunions, prévoir. Puis c'est peut-être le soir à la maison. Tu peux pas jouer ? Après deux ou 3 bons verres de bon vin rouge, où on peut penser à tout ça, mais au travail, en fait, on avance, quoi. On y va ? Bon, Maël Gouarzin, vous, le doctorant en philosophie antique, est-ce qu'on a affaire à des vrais courageux là dans le reportage ? À mon avis, c'est difficile de juger une personne sur un reportage et puis de l'extérieur comme ça, mais le reportage montre bien une attitude qui ressemble effectivement à du courage. Ouais, on ne sait pas s'ils sont vraiment courageux, mais ça souligne des traits du courage en tout cas. Oui, effectivement. Ouais. Moi, j'ai vu trois points communs entre ces 3 personnes. Allez-y. Dans le reportage, c'est d'abord une réaction émotionnelle qu'on a tous eu plus ou moins à différents degrés. Alors les mots-clés qui ressortent, c'est la crainte, la peur, l'angoisse chez ces 3 personnes. Donc il y a ce premier point commun. Le deuxième point commun, c'est plus un temps de réflexion, d'adaptation au contexte, à l'environnement, aux circonstances nouvelles, et donc une sécurisation, la prise de certaines mesures de sécurité, de précaution. Et puis le troisième point commun, c'est que toutes les 3 ont continué à travailler, ont poursuivi leur travail, leurs tâches au quotidien, malgré la crainte. Malgré la peur malgré dont vous parliez. Ouais. Et ça, cette attitude-là,
c'est effectivement du courage si on suit la définition antique du courage. Ça, il y a des points communs, vous venez d'en parler. Est-ce qu'il y a des différences, il y a différentes formes de courage dans ces profils? Oui, alors bon, il y a effectivement le médecin qui a un discours un peu différent, qui lui est le seul à ne pas se dire courageux, en tout cas à ne pas vouloir le dire, malgré la certaine crainte, la certaine forme de peur qu'il énonce. De peur ou de pudeur aussi. Ouais, ce qu'il dit, c'est que c'est son métier. Ouais. Et effectivement, sans la crainte, on peut se demander s'il y a courage. Est-ce qu'il y a courage s'il n'y a pas de crainte, s'il n'y a pas de peur? Et ça, Aristote dit oui. Aristote définit le courage ainsi. C'est la juste mesure entre la crainte et la témérité. Ouais. Donc la crainte, c'est ce qui va nous empêcher d'agir. Ouais. La témérité, c'est ce qui va nous faire agir, mais sans réflexion. Mais inconsciemment, enfin, trop... De manière irréfléchie, ouais. En prenant peut-être trop de risques. Et donc l'action courageuse, ce sera l'action réfléchie. C'est une action réfléchie. Et on voit que dans l'action, dans les actes quotidiens qu'il prend, ce médecin, il reste courageux au sens aristotélicien parce qu'il continue à prendre la mesure du danger et sans crainte à continuer son travail. Donc il faut avoir peur, mais il faut réfléchir en disant on peut surmonter cette peur, j'ai les armes pour y aller et je vais la surmonter. Mais il faut en avoir conscience, il ne faut pas être téméraire, quoi. En tout cas, pas téméraire, effectivement. Certains, pendant cette crise, ont été téméraires, sans vouloir jeter la pierre à quiconque. Il y a certaines décisions politiques, notamment. Ouais. Je pense en France au fait d'avoir maintenu les élections municipales avant le confinement. Ça, c'était un peu téméraire, vous dites. Probablement un peu téméraire. Bon, c'est plus facile avec le recul après de juger la... Voilà. Ouais. Maël Gouarzin, est-ce que ça, c'est un courage un peu héroïque, comme on le voit, vous êtes philosophe antique, Ulysse, Achille le guerrier, Ulysse qui réfléchit contre les Cyclopes, par exemple. Est-ce que là, on est dans une sorte de figure héroïque du courage? Ouais, alors... effectivement, dans le reportage, on n'est pas vraiment dans ce type-là de courage, ce courage héroïque. Vous avez raison, la figure du héros, c'est Ulysse, c'est Achille, au début de l'Iliade, qui va combattre pendant la guerre de Troie. C'est la bravoure du guerrier, et on n'est pas du tout dans ce type de courage-là, héroïque. S'il y a des héros dans cette crise, c'est plutôt peut-être le courage de ceux qui ont souffert, de ceux qui sont tombés malades, qui ont été hospitalisés, le courage de ceux qui finalement sont morts, le courage d'affronter l'inconnu aussi, parce que finalement on se dit qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on va y aller, on ne sait pas, cette caissière qui arrive, qui dit bah ouais, il y a mon cadre de vie qui change, mais j'ai le courage de dire je vais m'adapter, je vais voir comment ça va se passer, je retourne au travail. Oui, alors effectivement, le courage d'affronter l'inconnu, de changer ses habitudes, de s'adapter au contexte qui est nouveau. Là, on est plus dans un type de courage qui serait quotidien. Le courage quotidien, le courage de faire malgré tout, malgré les changements, et de persévérer dans l'effort, de persévérer dans le travail quotidien, qui n'est pas du tout héroïque. Ouais. Mais c'est pas héroïque, mais c'est courageux quand même. Voilà, exactement. Et c'est le courage du quotidien. Définition du courage, peut-être Maël Gouarzin, parce qu'on met beaucoup de choses, on dit je vous souhaite bien du courage, etc. Ça vient d'où ce mot courage et où ça trouve son origine? En grec, le courage vient du terme grec andreia, qui signifie à la fois le courage, mais aussi la virilité, la bravoure. C'est guerrier, quoi. Ça, c'est assez masculin. Guerrier, voilà. C'est la définition un petit peu du courage héroïque dont on vient de parler, et qui ne correspond pas tout à fait à la définition philosophique du courage qui arrive avec Platon, puis Aristote, les stoïciens. Ça a glissé de cette figure de héros à quelque chose de plus vertueux. Plus vertueux, exactement. Le courage, pour la philosophie antique, est une vertu. Alors, qu'est-ce qu'une vertu? Allez-y, vous avez 1h30. J'attends les copies sur mon bureau. Alors, la vertu, c'est une disposition intérieure, une attitude, finalement, une disposition de l'âme, pour les philosophes antiques, qui va permettre de passer à l'acte. Malgré la crainte, malgré le danger, malgré le risque réel qui peut exister. Donc c'est une disposition, et la disposition
du courageux, Ça va nous mettre en mouvement. Voilà. c'est celle qui va lui permettre de passer à l'acte malgré la crainte. Et une vertu, le principe d'une vertu, c'est que ça s'apprend. Donc on peut apprendre le courage aussi. C'est pas désespéré pour ceux qui ne se sentiraient pas courageux. On peut apprendre le courage, effectivement. Et Maël Gouarzin, vous êtes assez costaud avec votre chemise à manches courtes. Moi, si je dis, mais je vais à la sortie du studio, je vais aller lui piquer son porte-monnaie, je vais aller lui casser la figure, je le ferai pas, rassurez-vous, parce que de toute façon, mais je serais courageux, parce que du coup, je me dis, il est plus costaud que moi, mais je vais aller me bagarrer avec lui. Est-ce que là, je serais courageux ou ça doit être juste, moral, le courage? Alors, pour la philosophie antique, effectivement, le courage est une vertu et va de pair avec les autres vertus. La tempérance, la justice, la sagesse. Et donc, je ne serais pas forcément courageux. Voilà, vous serez un peu bête. Vous pouvez le dire. Disons, en tout cas, injuste. Voilà. Il faut penser également, lorsqu'on pose un acte de courage, aux conséquences et puis au but de cet acte courageux. Pourquoi on le fait? Et dans le reportage, on le voit bien. C'est réfléchi, c'est choisi. C'est réfléchi. Et puis surtout, il y a cette idée de justice qui revient souvent et d'altruisme. Ouais. Pourquoi la caissière retourne au travail? C'est pour être avec ses collègues. Pourquoi la sage-femme continue à visiter les femmes enceintes, les nouveau-nés, etc. C'est pour prendre soin de l'autre. Donc il y a cet altruisme-là et cette justice qui ressort de l'acte courageux. Il y a le courage qui nous saute peut-être moins aux yeux, c'est ce qu'on appelle le courage de la vérité. Qu'est-ce que c'est que le courage de la vérité? C'est Foucault, Oui, Michel Foucault, effectivement, donnait un cours qui s'appelle le courage de la vérité, qui prend appui sur la philosophie antique, là aussi, sur les cyniques notamment. Les cyniques sont des philosophes dont ont hérité les stoïciens ensuite, et qui ont le courage de dire la vérité en face, malgré le risque qu'ils prennent en disant justement la vérité, une vérité qui ne plaît pas, une vérité qui dérange, une vérité... Dans le cas de la pandémie, il y a eu ce courage de la vérité. Je pense qu'au niveau politique, il y a eu ce courage des politiques de dire qu'il faut prendre les choses au sérieux et qu'il faut stopper d'une certaine manière l'économie, en tout cas la ralentir. Donc là, il y a eu une décision politique qui est assez courageuse. Il faut le courage de voir aussi, pour le lambda, pas forcément le politicien, de voir cette vérité en face, la vérité de la mort, du virus, de la pandémie. Ça demande du courage d'ouvrir les yeux. C'est ça que vous dites aussi, le courage de la vérité? Oui, le courage de la vérité, dans sa dimension plus individuelle, c'est le courage de se dire à soi-même que oui, on va tomber malade, peut-être du coronavirus, peut-être d'autres choses. Oui, on va souffrir, parce que la vie est faite de souffrance aussi. Et puis oui, on va mourir parce que c'est la condition humaine de mourir, et ça, c'est possible. Il faut l'accepter. La philosophie antique donne les moyens d'accepter et de faire face à cette crainte de la maladie, de la souffrance, de la mort. Et espérons que cette crise sanitaire ait été l'occasion pour certains d'entre nous d'être courageux et de voir les choses. D'être courageux, de voir en face ces vérités-là, de les affronter dans une société où on a tendance un peu à l'oublier, à mettre de côté la souffrance et la mort, notamment. Ouais. Il y a des grandes figures du courage dans l'histoire. Angela Davis dans le bus qui ne veut pas laisser sa place. Thomas Sankara, par exemple, le résistant, les résistants de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas, l'homme de Tiananmen qui se met debout face au char. Ça, c'est tous des exemples du courage. Est-ce qu'on est récompensé de son courage? Alors, quand il y a une avancée sociale comme Angela Davis, on se dit qu'on peut être récompensé. Tous ces exemples ont été récompensés, mais parfois, il y a des gens qui sont courageux et qui meurent, et puis ça ne sert pas forcément à grand-chose. À quoi ça sert, le courage? Est-ce qu'on est récompensé de son courage? Bon, là, je pense, de nouveau, je vais repartir de la philosophie antique et de l'éthique des vertus. L'éthique des vertus donne une réponse à cette question, c'est-à-dire que l'acte courageux a sa récompense en lui-même. C'est en étant courageux qu'on va devenir, en posant un acte courageux qu'on va devenir courageux, et donc le courage est déjà la première récompense de l'acte courageux. C'est-à-dire qu'on va, en posant un acte courageux, devenir soi-même courageux et pouvoir en poser d'autres par la suite. C'est d'abord une vertu pour soi-même. Il y a cette satisfaction de soi, de poser un acte vertueux, de poser un acte courageux, là en l'occurrence. Au fond, on est les seuls à pouvoir dire si on a été courageux ou non, à savoir
Les autres peuvent pas le dire si on a été courageux ou... Ah, t'as été courageux. En fait, on est le seul à se dire ah oui, non, en fait, j'avais pas peur, donc j'ai pas été courageux. Donc c'est ça, c'est difficile de juger l'autre. Ouais. Soi-même, on est conscient de la disposition intérieure que l'on a au moment de poser un acte. Et comme la vertu est une disposition intérieure, on est soi-même d'abord juge de nous-mêmes. Et donc poser un acte courageux, faire preuve de courage, c'est se réaliser soi-même, atteindre l'excellence à laquelle on pousse. Finalement, ce qu'on doit se dire avant de poser un acte, courageux ou vertueux de manière générale, c'est est-ce que cet acte correspond à la personne que je voudrais être ? Ça, c'est ce que l'éthique des vertus nous pousse à réfléchir et je trouve ça intéressant. Il faut savoir déjà ce qu'on veut être, c'est déjà aussi, ça c'est un autre sujet d'émission. Ça c'est pour soi-même, donc être vertueux pour se dire se réaliser soi-même et être quelqu'un de bien. Est-ce que pour faire société, il faut des gens courageux dans la société ? Oui, alors là, je m'appuierai sur ce que Cynthia Fleury dit dans son livre « La fin du courage » où elle appelle chacun d'entre nous à être courageux parce que par l'exemple du courage de l'autre, cette exemplarité-là va faire des petits et par cet acte de courage, par l'exemple que l'on donne, on va encourager les autres à être courageux aussi. Le courage, c'est finalement ne pas déléguer à l'autre ce qu'on peut faire soi-même. Et en posant cet acte courageux, en le faisant en continuant à aller travailler, que ce soit pour la sage-femme, pour la caissière ou pour le médecin, on donne l'exemple à ses collègues, à tout le monde dans la société finalement, et ça permet à la société de continuer à vivre, y compris dans des circonstances particulières comme celles qu'on vit en ce moment. Dernière question, Maëlle Gouarzin, on se trouve rarement, nous, courageux, on trouve les autres courageux, on voit le médecin dans le reportage de Bernard Nevet qui dit non, le pompier il est courageux, mais moi, médecin, je ne suis pas courageux, je connais des dangers. C'est toujours les autres, les courageux, et rarement soi-même. Oui, effectivement. Alors, il y a sans doute une certaine pudeur, une certaine prudence, une volonté de ne pas se mettre en avant. Mais au fond, j'imagine que l'on sait intérieurement si l'on est ou non courageux, on sait si on a réussi à vaincre cette crainte que l'on a au départ. Et si on ne l'avoue pas devant les autres, on peut au moins se l'avouer à soi-même. Est-ce que vous pouvez m'avouer que vous avez été courageux finalement, alors que c'est votre grande crainte de venir sur ce plateau pour parler du courage ? Est-ce que vous êtes la personne que vous voulez être ? Oui. Bon, c'est déjà ça de gagner. Maëlle Gouarzin, un grand merci d'être venu pour nous parler du courage. C'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire un mail à l'adresse fautspascroire@rts.ch ou nous envoyer tout simplement un petit message sur notre page Facebook. Ça nous fera plaisir. La semaine prochaine, il sera question de la restriction de notre liberté durant cette pandémie. Quelle liberté sommes-nous prêts à renier pour faire société ? Les États sont-ils allés trop loin ou pas ? Faut-il notamment accepter d'être tracé ou ces technologies sont un danger pour nos démocraties ? Je vous dis donc à samedi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.